Je suis Charles Clermont, je travaille chez Synatric. On a démarré en 2004 et on aide les entreprises à organiser, à structurer, à mieux utiliser leurs données. Je vous remercie pour votre venue et d'assister à ce webinaire. Pour vous guider, j'ai préparé un petit plan de ce que j'allais raconter ce jour. Expliquer un peu comment est-ce qu'on avait démarré avec Synaltic, autour de la partie décisionnelle, dimensionnelle, les éléments qui vont avoir lieu aussi autour de l'open source et la business intelligence. On a une anecdote croustillante. Chez Synaltic, on ne sait plus aborder de projets s'ils sont pas un peu agiles, en tout cas dans l'esprit, des ruptures, effectivement, ne pas rater les ruptures technologiques qui sont en cours et comprendre pourquoi est-ce que le lakehouse c'est la nouvelle façon de considérer la gestion de données. Et en plus, il y a un aspect simple à la chose. Et finalement, donc le titre un peu de la présentation, vous montrer par l'exemple le fait d'être en capacité de décider immédiatement. On a démarré en 2004. Moi, avant ça, j'ai un passé plutôt de développeur, plutôt web et Java, ce qui va effectivement m'apporter une vision autre que les pratiques qu'on avait autour de la donnée. Et après, j'aime, comment dirais-je, partager cette culture autour de la donnée et cette envie, passion autour des données, aussi bien dans le monde professionnel que à travers les communautés d'utilisateurs ou communautés qu'on peut avoir. Et donc aujourd'hui, c'est surtout le modern data stack. Donc on continue, on a démarré en 2012 et ça continue, donc c'est pas mal. Puis après, mes interventions donc autour de DataAsso, qui est un projet qui nous tient à cœur chez Synaptic. Comment on a démarré? Donc, je pense que comme moi, je venais donc du développement, j'avais participé à des projets autour de tout ce qui était ERP. Je n'y connaissais pas tant donné, en tout cas dans l'approche. Donc, on va dire que j'ai fait quoi? J'ai pris les bouquins. Donc, celui qui était plutôt connu à l'époque. Et puis, en termes de méthodologie, vous aviez deux grands courants qui étaient Star Schema et puis plutôt menés par Bill Ammon et de l'autre côté Bill Inman, pardon, et Ralph Kimball, donc le Data Warehouse. Donc il a beaucoup écrit autour de la modélisation dimensionnelle. Donc ça c'est quand même des livres qui sont plutôt très intéressants à parcourir quand on est à lire, hein, et quand on s'approche des données. Surtout, ça va donner pas mal de connaissances sur la manière de mettre en œuvre un certain nombre de calculs, la manière de mener les projets, pas mal de tips aussi, et puis des choses comme comment dirais-je, les dimensions à changement lent. C'est vraiment des éléments plutôt intéressants à bien avoir en tête quand on va mener les projets. Et puis chez Synaptic, on a à cœur effectivement que ces pratiques-là soient connues. Alors maîtriser c'est mieux et aussi maîtriser c'est mieux et quand comment dirais-je on va effectivement approcher les questions des questions à se poser avec le cloud et les bases dans le cloud, puisque on a un certain nombre d'études qui nous montrent que ces aspects de modélisation en étoile pourraient être remis en cause. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'avec ces bouquins, il faut surtout avoir ces connaissances-là parce qu'elles sont pratiques
et que c'est quand même des bons retours sur la manière dont on mène des projets de données. Alors, anecdote croustillante, donc quand on a démarré avec Synaptic, on a eu à présenter un certain nombre de concours et tout ça auxquels on croyait énormément, et puis on s'est retrouvé face à des personnes qui étaient dans le conseil, et donc on parle des Big Four, c'est comme ça qu'on les appelait. Et donc ils nous ont dit à ce moment-là que en 2004 que la business intelligence en open source ça n'existe pas, et de toute façon ça n'existera jamais, quoi. Donc c'est vrai qu'à l'époque les solutions dont on parle, c'est celles qui sont l'idée par déjà SAP beaucoup, Business Object à l'époque, beaucoup, les micro-stratégies. Donc effectivement, ces gens avaient plutôt ça en tête, et ils n'étaient pas en mesure d'imaginer que les choses pourraient changer. Donc on va dire qu'ils étaient très clairvoyants. Bon, en tout cas, résultat, autour de 2007, là, par là, on a quand même un certain nombre d'éléments, qui laissent à penser que les choses vont évoluer. Surtout, on voit apparaître un certain nombre d'acteurs qui expliquent pourquoi est-ce que les solutions d'open source pour la business intelligence sont primordiales pour une chose, c'est qu'on considérait que les coûts effectivement d'appropriation de ces solutions, pour les entreprises étaient si importantes que elles passaient plus de temps, elles passaient peu de temps finalement à partager finalement cette culture autour de la donnée, à expliquer c'est quoi un indicateur, à faire en sorte que chacun puisse s'approprier les données, tout comme on l'entend aujourd'hui. On invente un mot pour ça, la data literacy, et on va dire que l'open source, effectivement, à ce moment-là, c'était une vraie opportunité pour ces organisations afin qu'elles puissent tester, évaluer, ne pas être verrouillées. Aujourd'hui, on va encore beaucoup en parler, justement, de format ouvert. Et donc, justement, l'open source à ce moment-là, est quand même déjà très présente. Pas mal de composants existent et tout. À chaque fois, je le dis, puisque j'ai vraiment une pensée pour Julian Hyde, qui a fait Mondrian, qui a fait Apache Site, qui est aujourd'hui intégré à très nombreuses solutions. Je pense à Apache Site ici, pour tout ce qui est requêtage de données à base de SQL. Et donc, ouais, quand même, à cette époque-là, on va avoir des portails, des plateformes tout intégrées et tout en open source, comme Spagobi, aujourd'hui, ça s'appelle NoEdge, Jaspersoft, Pentao. Donc, ça donne effectivement la mesure de ce qui va advenir avec effectivement, les big data. Parce qu'on va appeler big data un peu le côté, en tout cas pour le caractère open source et innovant. Chez Synaptic, on a quand même très tôt adopté les projets agiles. En tout cas, une manière agile. À l'époque, on parle plutôt de extreme programming. En tout cas, ça aurait été pour nous la manière de s'inspirer grandement de ce qui se faisait dans ce milieu-là, cette méthode de développer. Faut dire qu'on venait, je venais à ce moment-là du développement logiciel avec développement de ERP. Et c'est sûr que c'était plutôt une approche intéressante pour, comment dirais-je, apporter une autre façon de gérer les projets de données. Construire un data warehouse, ça aurait prendre, je sais pas, 1 an, 6 mois, 1 an, quoi. Et avec des méthodologies plutôt agiles, eh bien, ça facilitait effectivement l'adoption, l'appropriation, le projet avec les utilisateurs métiers.
puisqu'on essayait de leur délivrer, en fait, c'était de délivrer, et aujourd'hui c'est encore le cas, leur projet rapidement, de façon à ce qu'ils aient gardé le contact beaucoup avec eux. Nous, on a effectivement, enfin, chez Synalytic, choisi ces méthodologies agiles, cette façon d'aborder les projets par domaine. Et vous me direz aujourd'hui que on a un terme pour ça qui est effectivement data mesh. Mais chez Synalytic, enfin, on avait mis en place, on a proposé enfin des plans d'assurance qualité qui prenaient en compte cette méthodologie où on avait plutôt une itération par domaine de façon à délivrer rapidement les attendus de nos clients en matière de gestion de données. Justement, enfin, garder le rythme. Donc, dans l'idée, le titre que j'avais choisi en anglais, parce que j'ai fait cette conférence déjà en anglais, c'était Mind the Gap. L'idée, c'était de rappeler aux organisations que les projets de données évoluent et il faut effectivement enfin, comprendre ces ruptures technologiques quelque part pour, comment dirais-je, en tirer profit à la fois effectivement au niveau de l'activité des organisations pour mieux la suivre, mieux innover soi-même et effectivement, enfin, techniquement. Donc, du point de vue big data, eh ben, ce que ça nous avait amené à, c'est la séparation du stockage, la séparation du calcul et maintenant, plus récemment, la séparation des données. Donc, les choses sont vraiment toutes distinctes. Et finalement, enfin, ce qu'a amené ce courant-là, c'est surtout, il faut le retenir, c'est un peu comme si on avait déconstruit la base de données. Encore aujourd'hui, on pourra parler d'Apache Iceberg qui est un format table. Et donc, c'est vrai qu'on a quitté le format fichier quai par quai. On évolue un peu vers le format table pour apporter effectivement l'aspect transactionnel qu'on n'avait pas encore et qu'on a désormais. Et donc, c'est des choses qu'on avait déjà dans un dataware. Mais ce que le dataware n'a pas, par contre, c'est effectivement à la fois toute cette séparation de calcul, de stockage et donc des données maintenant, mais qui est pas non plus, qui a pas non plus la flexibilité et finalement le coût peu cher d'un stockage objet comme S3, DLS. Alors on va retrouver aussi enfin chez OVH, enfin chez tout le monde, y compris on-prem. Ce que n'a pas effectivement ce fameux data warehouse. En même temps, dans ces ruptures, on a aussi l'architecture Kappa avec les introductions de solutions telles que Kafka qui permettent effectivement d'avoir une vision plus temps réel d'une activité. Et forcément, enfin, ce qu'on a dans le cloud aussi, c'est cette capacité à un peu déployer une architecture un peu immédiatement. Donc autant d'éléments qui vont nous amener vers le cloud. Et en même temps, on a effectivement ce côté data-driven. Donc, tout le monde fait de la donnée, hein, on va ainsi dire. Et c'est aussi l'autonomisation. Donc, je le disais tout à l'heure déjà, on parlait de data mesh, l'autonomisation des utilisateurs avec des solutions comme Tableau, Trifacta qui avaient ouvert la voie du self-service ou imaginez que les utilisateurs métiers, donc c'était assez visionnaire de la part de Tableau, parce que dès qu'ils ont démarré, ils voulaient que plus de personnes aient accès à la donnée pour construire leurs propres analyses et pouvoir mieux décider avec ces données qu'ils illustrent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus la tendance, c'est ce que tout le monde voudrait, et effectivement avec la gouvernance qui va avec. Alors, un petit point, bon, je m'étends pas, je pense que ça vaudrait un webinaire à part entière, avec ces ruptures, avec des solutions comme celles qu'on a dans le cloud, des acteurs comme donc Fivetran qui ont montré effectivement les apports
de l'aspect cloud et tout. Et la manière dont fonctionnent ces architectures dans le cloud, ben, effectivement, la modélisation dimensionnelle en prend un petit coup. Et c'est un vrai sujet, puisque avec des solutions comme celle que je vais aborder dans peu de temps là, on se dira, oui, quelque part, on peut, euh, on peut imaginer, enfin, s'abstraire de la modélisation dimensionnelle. Et l'autre chose aussi, c'est que je pense que il faut essayer de suivre un peu les utilisateurs métiers, dans le sens où eux, ils pensent jeu de données, enfin, ils pensent à un fichier avec des données, ils pensent pas à la modélisation dimensionnelle, l'aspect mutualisation, l'aspect, la manière dont on pense en informatique, où on centralise, on essaie de faire une fois pour justement ne pas avoir à faire ou à faire, défaire. Mais il y a pas toutes ces notions-là. Alors évidemment, il faut les partager avec les utilisateurs métiers, mais peut-être qu'il faut aussi regarder dans le sens où la manière dont ils collaborent pour effectivement, enfin, se dire, ah oui, il faut qu'on trouve une autre façon de penser ces aspects de modélisation de données. En tout cas, enfin, donc, vous avez déjà entendu parler de Dremio chez Synaltic depuis, enfin, de nombreuses années. Il est maintenant, enfin, de plus en plus adopté. Comment dire, cette équipe qui a derrière est plutôt innovante parce que cette semaine, ils nous ont sorti, comment dirais-je, l'intégration, enfin, de tout ce qui est un peu IA, enfin, dans Dremio pour faire l'interrogation en langage naturel, enfin, sur Dremio, le fait aussi de construire aussi des couches sémantiques, comment dire, directement. Donc oui, j'aime bien l'idée de dire, enfin, il faut que les architectures soient simples, à la fois pour les personnes qui vont poser ces architectures, et à la fois effectivement pour un utilisateur lambda, afin qu'on puisse dire, oui, on a une plateforme de données, elle sait se connecter à un stockage où enfin on va pousser les données. Le format enfin de fichier, on va le garder plutôt ouvert. On va construire comme ça des couches métiers au-dessus de la donnée de façon à ce que vous puissiez vous l'approprier assez simplement. Et puis comme ça, vous allez pouvoir enfin construire vos projets de données, ou en tout cas exploiter déjà enfin ceux qui sont déjà en place, et finalement partager simplement vos résultats Ouais. dans une vision collaborative. Moi, ça me va. Enfin, je trouve que c'est simple et, euh, et, euh, et il faut garder les choses simples pour que du coup, pour qu'elles puissent être adoptées et que les gens comprennent euh, ce qui est amené. Ok, donc là, en fait, en termes de partage, en quelques retours, enfin, sur les utilisations qu'on a pu faire de Dremio euh, pour nos clients. Donc ça, c'est une architecture d'un client. Ce qu'il y a de génial, c'est que aujourd'hui, Dremio, c'est aussi bien servir des clients, enfin, très petits que comment dire, des architectures avec vraiment beaucoup de données, beaucoup d'utilisateurs. En tout cas, ici, c'est un client qui a simplement une architecture opérationnelle orientée un peu microservice, ou en tout cas micro-application. Il a 4 bases de données. Effectivement, elles sont toutes Postgre. Elles délivrent chacune comment dirais-je, les applications délivrent chacune une vision particulière de l'activité et sont dédiées à tel ou tel profil d'utilisateur. Avec ça, ben, les données, par contre, elles sont dans chacune de ces bases et elles ne sont pas, comment dire, directement consolidées. Il fallait un outil pour ça. Euh, je pense que ce client, enfin, utilisait déjà Tibco, donc il sait qu'il pouvait faire des processus ETL et tout. On l'accompagnera et voilà, en un mois, on lui a sorti enfin, un projet où il a pu consolider l'ensemble de ces 4 bases. On a quand même pas loin de 50 tables qui ont été rapprochées pour construire un modèle et délivrer les rapports bâtis donc sur type Spotfire.
Et donc, ce qu'il faut bien retenir ici, c'est que après, ben, les autres domaines aussi, voilà, en un mois, le client, enfin, s'est bâti un nouveau domaine. Et dernier retour qu'on a eu après un certain temps d'utilisation, les métiers qui emploient euh, donc plutôt la solution de data visualisation sont plutôt satisfaits d'avoir enfin leur jeu de données toujours à jour, connecté en direct, enfin sur la base ou du moins réplicable, enfin, avec des données vraiment rapidement, enfin des données chaudes comme on dit. Donc vraiment satisfaits. Ils peuvent avoir leurs données tout de suite connectées à la base et les partager rapidement avec leur j'aurais dit communauté parce qu'ils s'organisent un peu comme ça, mais très content. Euh, des remarques qu'on a souvent eues. Oui, mais comment Dremio c'est gérer l'historisation? Bon, maintenant, la question se pose beaucoup moins qu'à une autre époque, mais il faut savoir que enfin, Dremio a toujours su copier enfin, même si voilà, son slogan c'est nos copies. Mais en tout cas, il y a toujours eu moyen de tirer la donnée depuis les bases existantes directement vers le lac de données, puisqu'on on disposait déjà de commandes SQL du style create table as. Donc, avec ce genre de commande, on peut effectivement on pouvait réalimenter enfin des jeux de données et construire comme ça, enfin, et historiser quelque part comment dirais-je, ces données. Donc là, ici, consolidation de données issues de vraiment un grand nombre de types de données, enfin, types de bases différentes. Donc, aussi bien du search que du NoSQL, que du pure SQL ou des fichiers qui sont fournis. Ici, on peut utiliser effectivement Talend pour réalimenter le lac à partir des bases. Donc, ça, c'est un grand classique. En plus, effectivement, de ces requêtes du type create table as que c'est géré Dremio. Et pour planifier tout ça, donc Airflow, donc c'est une stack plutôt aujourd'hui qu'on qualifierait de classique ou en tout cas de moderne. Donc oui, enfin quelques captures d'écran pour expliquer, enfin étayer, enfin ce qu'on évoque ici avec le composant, l'opérateur Dremio d'Airflow. Donc voilà, c'est des choses qu'on n'a pas encore pris le temps de finir de publier auprès des communautés, mais auxquelles on va plus tard. Ok, une dernière stack et enfin c'est un peu celle qui va nous servir pour notre démonstration. Donc ici, imaginez une plateforme, comment dirais-je, une entreprise qui délivre des produits au travers de ces plateformes e-commerce organisées soit en filiale ou multimarque et qui effectivement va avoir des boutiques du type Magento. En tout cas, c'est le cas de ce que je vais présenter ici. Et donc, l'idée, c'est consolider la donnée, mais ici, la consolidation se veut donc temps réel et non pas, comment dirais-je, avec du micro-batch ou vraiment, enfin, être sur le flux de données. Dès qu'il y a une commande, dès qu'il y a un panier qui est validé, imaginez, ou même un panier qui est en cours de construction, parce que Magento conserve le panier alors qu'on est en train de le construire. Eh bien, on peut consolider la donnée et la faire transiter, par exemple, jusqu'à Iceberg et finalement, enfin, dans Dremio et ainsi de suite, avoir ces analyses vraiment en quasi temps réel. Donc, pour ça, on va utiliser du Change Data Capture avec des solutions comme Debezium. Bon, pour transporter la donnée, on va utiliser Kafka. Et finalement, on va pousser la donnée vers Apache Iceberg qui a
Kafka Connect, via Kafka Connect, et finalement, on aura, enfin, je vous présenterai la donnée dans le réunion. Donc, j'y vais. J'ai enregistré ma démo. OK. Donc, ici, une plateforme, donc e-commerce. Voilà, enfin, donc ça, c'est la démo de Magento, vous connaissez. Peut-être, ou pas. Donc, on va effectivement, je vous présente un peu les composants qu'on a dans la plateforme, avec d'abord, donc ça arrive. Donc voilà, ça va arriver avec du coup donc l'envers du décor, enfin pour Magento. On a effectivement ici nos produits. On va avancer et je vais vous présenter effectivement enfin Kafka. Comme ça, enfin vous verrez un peu les composants. Donc là, oui, il faut noter que les produits, enfin, dans ma démo ici, les stocks sont à 100. Donc, c'est le stock par défaut. Donc, la boutique que j'ai montée ici pour la démo était un peu toute neuve. OK, donc là, voilà, Kafka, on lui met un petit visage. Donc, les topics qui sont déjà créés pour recevoir les stocks, les items, les statuts, et tout. Les composants qu'on a dans côté Kafka, donc Debezium pour se connecter à la source, qui est Magento. Donc, il est déjà en cours, voilà. On a fait les paramétrages qui va bien. La partie sync, donc en gros pour exporter la donnée vers le stockage objet. Donc, voilà, pareil, configuré. Et donc, c'est parti. On va essayer, on va monter les stocks. Voilà, on va dans le système, on va importer un fichier avec les nouveaux stocks. On sélectionne le type de fichier qui nous intéresse. Voilà. Ici, on fait tout de l'ajout, de l'update. On va remettre les stocks à jour et tout. Et on vérifie que nos données sont correctes avant de pousser. Ça a l'air de marcher. Donc, on met tous les produits. Donc, après, on importe. Et une fois ça fait, eh bien voilà, enfin, on va retrouver nos petits. On va vérifier qu'on a bien nos valeurs d'abord dans le site qui ont été importées. Voilà. On retrouve nos stocks qui ont été mis à jour. Donc là, enfin, tout à l'heure, on était à 100, maintenant on est plutôt autour de 300. OK. Donc là, la consolidation a été faite. Ben, effectivement, ici, maintenant, côté Kafka, on va regarder. Ah, tiens, enfin, nos produits ont été importés. On voit bien que nos messages on a reçu des messages dans les topics. Donc, je vous fais tout le cheminement. Et donc, ça va apparaître. Donc, là, on va pouvoir voir les différents messages dans le détail. Donc, on va en prendre un pour regarder un peu ce qu'il y a dans un message ici au format JSON. C'est le payload, donc, ce qu'on dit, de Debezium. Donc, les quantités. Donc, on va avoir la valeur initiale, la valeur qui a été mise à jour. Donc, ici, on est parti, on a bien 100 et maintenant, on a donc bien 300. Donc, avec ces nouvelles valeurs, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner voir le Kafka Connect. OK, il est toujours à jour. Voilà, il est en cours. Donc, on a poussé les données vers le stockage objet. Donc, on fait ça bien. On va effectivement voir qu'il y a eu un mouvement côté stockage objet. Donc, on retrouve ici dans le bucket dédié au data lake, Magento, les données avec les métadonnées d'iceberg et les données. Donc là, on retrouve tous les fichiers parquets, Avro même, du coup, j'ai vu. Et donc, maintenant, à partir de ces données, on est prêt à se connecter à Dremio et on y va. On va entrer, voilà, on se connecte à Dremio et ici, on va retrouver notre data lake. Et dans notre data lake, eh bien, on va formater nos données en iceberg. Ça, il va pour les retrouver. Et donc, comme ça,
une fois ça fait, on a effectivement la possibilité de retrouver et interroger ces données. On retrouve nos stocks qui ont bien été mis à 300 et là, enfin, ce qu'il faut bien retenir, c'est que les données, enfin, en gros, ce parcours-là, enfin, où je prends le temps de le détailler, je veux dire, dès l'instant où finalement les fichiers le fichier avait été uploadé dans la boutique, et bien, dès cet instant, et ben, on peut considérer pardon, on peut considérer que on avait effectivement donc je reprends, on avait effectivement pardon, les données qui étaient déjà dans Dremio, quoi. Donc, dès l'instant qu'on avait uploadé le fichier dans, comment dirais-je, Magento, et ben, à cet instant même, on avait déjà les données dans Dremio. Sauf que là, enfin, je suis passé étape par étape pour bien vous montrer comment, enfin, cheminer cette donnée et vous aider à comprendre. Donc voilà, enfin, en gros, simplement, enfin, assez simplement et de plus en plus simplement. Là, effectivement, j'ai utilisé pas mal de composants, donc pour vous faire la démonstration que vous pouviez décider immédiatement ou en quasi temps réel. Mais il faut savoir que les choses avancent vite et on a des solutions, toujours enfin en open source, mais pas que, hein, mais qui avancent aussi sur ces aspects de streaming avec la volonté de simplifier l'approche en termes d'architecture. On pourrait vraiment imaginer qu'un jour, enfin, Dremio sache par exemple directement se connecter à Kafka. Mais il y a aussi des systèmes aujourd'hui qui viennent spécialement pour ça, soit avec du low code, no code, soit avec enfin, la capacité à réaliser des opérations en quasi temps réel, mais plutôt autour on va dire SQL aussi. Donc oui, le fait d'avoir des plateformes de données, enfin, d'analyse de données en quasi temps réel, oui, ça c'est très très proche. En tout cas, ici avec Dremio, en fait, ce qu'on a voulu vous montrer, c'est que avec d'ailleurs les trois stacks que j'ai présentés, c'était pour rassurer au fait que l'approche reste vraiment simple pour différents types d'organisations et que Synaptic, eh ben, on a bien compris qu'il fallait que Dremio aussi s'inscrive dans un écosystème. Donc c'est pour ça qu'on a à cœur de promouvoir effectivement les composants, enfin comme ceux qu'on est en train de réaliser, donc des composants talent pour Dremio. Ils sont quasi finis. On aura à cœur de les partager. De la même façon, on a fait une toute petite contribution donc au Kafka Connect Iceberg de Getting Data et pour effectivement faciliter l'intégration entre Dremio et enfin du coup les fichiers Iceberg que générait enfin ce connecteur. Et il faut savoir que Tabular qui est comment dirais-je, les gens qui sont à l'origine de Tabular, enfin qui sont cofondateurs, qui ont créé la société Tabular, sont les committeurs, les principaux committeurs d'Apache Iceberg, ont sorti leur connecteur Kafka Connect Sync Apache Iceberg. Donc ça en fait deux, bon, c'est bien aussi. Donc les choses avancent de ce point de vue-là. Et ensuite, Airflow, eh ben, on participera effectivement à cette intégration entre Airflow et Dremio. Ça a beaucoup de sens. Voilà, donc nous, enfin, j'étais content, enfin, en tout cas, de vous présenter enfin tout ça. C'est une présentation qu'on avait déjà eu donnée en anglais à Subsurface, la conférence annuelle de Dremio. Et enfin, je suis content en tout cas de la faire en français. Ok, ben je remercie tout le monde.